Bonjour et bienvenue dans mon journal hebdomadaire de lecture. Cette fois, on a un peu plus que les 2 livres qui m'occupaient les semaines précédentes, même s'ils sont toujours là pour la dernière fois, du moins pour l'un d'entre eux. Mais il y aura des nouveautés aussi dans ce dont je vais parler. Voici donc les livres de la semaine. Et ces livres de la semaine, eh bien, ils sont au nombre de 5, certains terminés donc, d'autres à peine commencés ou commencés depuis assez peu de temps, l'un lu en entier durant la semaine. Et donc, comme je l'ai déjà fait, je vais en parler et commencer peut-être à tout seigneur, tout honneur, par un livre absolument extraordinaire, La maison vide de Laurent Mouvignier, qui mérite amplement son prix Goncourt, obtenu donc en 2025. Un livre que j'ai donc terminé, dont j'ai terminé la lecture, et il y a des pages absolument géniales dans l'histoire terrible de la famille de Laurent Mauvignier, de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère Marguerite, et de tous ceux qui tournent autour de ces personnages-là, de cette maison vide et d'un objet, d'un centre autour duquel tout tourne, qui est le piano de cette maison vide, avec une scène terrible à la toute fin de ce récit, juste avant l'épilogue qui vient nous raconter un peu comment les choses après cette scène qui est une sorte de sommet dont je ne vais pas parler parce que ce serait véritablement dommage de la dévoiler ici, mais elle est absolument bouleversante. Voilà, c'est vraiment amené avec une intelligence et une tension extrême qui est magnifique. Et donc, après cette scène-là, eh bien, les choses se calment, se figent, j'allais dire, et les personnages vont, les uns après les autres, disparaître, parfois dans des conditions extrêmement dures, comme ce père de Laurent Mauvignier, comme cette grand-mère, Marguerite. Et je vais donc simplement lire encore un dernier extrait, je pourrais en lire plein, mais je vais aller lire la fin du livre. Je crois qu'elle ne révèle pas tout, pas grand-chose. Oui, elle parle de André, le grand-père qui a passé la guerre comme prisonnier, et puis qui en est revenu brisé, avec aussi d'autres événements qui vont le briser. Et il va survivre longtemps. Ce qui est étrange, c'est que mon grand-père André est mort dans son asile psychiatrique à 64 ans, au même âge que Marie-Ernestine, d'une chute dans un escalier, en heurtant une fenêtre ou une baie vitrée qui lui aurait tranché la carotide. Et pourquoi de ça, je me demande, suis-je au courant? Pourquoi dans ce cas, on sait la raison précise de la mort, parce que pour d'autres personnes, on ne le sait pas. En particulier pour l'épouse, ou l'ex-épouse de André, cette Marguerite dont le destin est si terrible. Pourquoi dans ce cas on sait la raison précise de la mort? Ce que je sais, c'est qu'il est mort un 24 décembre, veille de Noël de l'année 1975. Peut-être fallait-il qu'il soit mort lui aussi, que tous soient plus ou moins partis pour que mon père et sa sœur, un dimanche de printemps 1976, nous embarquent tous dans leur maison d'enfance, la maison de famille, en nous disant que cette fois ils ont décidé qu'on allait investir cette maison et venir y vivre de temps en temps. La prêter, la faire respirer, lui redonner vie. J'avais 9 ans. C'est une année où il fait très chaud. Et nous nous retrouvons tous dans le hameau, mes frères et sœurs, ma mère et mon père.
Sa sœur vient avec son mari et ses 2 filles. On papote longtemps dans la cour et mon père fait remarquer qu'il est venu déjà 3 samedis de suite pour tailler, couper les haies, une vraie jungle, débordant et cachant la porte d'entrée, les fenêtres du bas. Mais maintenant que c'est dégagé, on n'a plus qu'à entrer. Je me souviens du silence qui nous a recouverts à ce moment-là. Évidemment, nous, quand on lit ceci, qui est peut-être le début de l'histoire, le moment où ce livre naît dans l'esprit de l'auteur, nous, on a lu le récit de tout ce qui s'est passé dans cette maison. Je me souviens du silence qui nous a recouverts à ce moment-là. J'entends les coups de marteau pour faire sauter les planches qui bloquent les fenêtres du rez-de-chaussée. J'entends les clés à la porte qui s'ouvre avec peine, on aurait dit à contre-cœur. Les adultes entrent, mais les enfants n'osent pas les suivre. Ils ont peur de cette vieille maison forcément hantée, peuplée au moins d'araignées et de rats, de souris, et pourtant nous finissons par découvrir l'intérieur poussiéreux mais intact, comme conservé sous une peau de poussière grise et lumineuse à la fois, une chrysalide qui l'a préservé des agressions du temps et de la modernité. La peur est balayée, l'émerveillement s'impose, on reste ébloui, on s'imagine découvrant Lascaux ou l'intérieur d'une pyramide égyptienne. Mais c'est plus simple. Il n'y a pas vraiment de mystère, juste un monde figé qui tremble sous l'effet vibratile de la lumière du jour qui entre par les fenêtres ouvertes. Quelque chose d'inconnu, un monde est là devant nous qui porte sa propre présence et s'offre à la nôtre. On regarde les bouquets figés dans le temps séché, les dentelles sur le linteau de la cheminée, les vases et quelques statuettes. Tout un temps remonte qui aurait pu dormir encore pendant des siècles. La maison n'est pas déserte. Pour la plupart, les meubles sont là. Pourtant, l'impression qui nous submerge, c'est le vide. On a entendu tellement d'histoires, on a entendu tellement de voix, tellement croisées, tellement de gens. Où sont-ils ? Tous perdus, noyés dans le silence. Nous avons connu tant de gens qui sont passés par ici, entre ces murs, que leur absence résonne. La maison est seule, non pas hantée par les absents et les morts, mais seulement marquée par les traces de leur passage, avec le vide où ils l'ont laissée. Mais la maison tient debout. Elle attend qu'on la ranime, qu'on vienne la repeupler et qu'on remplisse cet escalier qui craque sous les pas, ce grand couloir sombre à l'étage se terminant par une fenêtre qui refuse de s'ouvrir, qu'on écoute les bruits des lames du parquet, du grenier, le chant d'un hibou ou d'une chouette la nuit. La maison attend les voix qui parlent, chuchotent, mentent, aiment, se taisent. Elle attend l'amour, elle attend la mort, elle attend les enfants qui courent les pieds sales et rapportent des cailloux et des fossiles. Elle attend qu'on fasse vibrer l'énorme son de sa carcasse, qu'on joue du piano, et que le piano joue de la maison, à travers ses murs et ses poutres. Je ne sais plus qui ose, mais quelqu'un s'approche de ce grand corps sombre qui trône dans la pièce du bas. On hésite, puis on ouvre le couvercle. Les touches apparaissent. Quelqu'un appuie sur une touche, un son fragile et désagréable s'échappe et retombe dans l'air poussiéreux. Tous les enfants approchent, les adultes aussi. Je ne sais pas ce qui nous arrive, cette beauté, cet émerveillement. On regarde, on se tait, on se dit chacun pour soi-même. Oh, très impressionné et captivé, et l'on se répète dans le secret de sa tête, le cœur serré. Oh, le piano, le piano, le piano, le piano.
Voilà comment cela se termine. Ce piano qui ouvre aussi le livre et qui le marque profondément, qui est l'objet fétiche du livre, c'est aussi ce qui cristallise les pires horreurs, en fait. Si ce piano n'avait pas existé, peut-être que les malheurs racontés dans ce roman très sombre n'auraient pas existé non plus, même si il y a l'histoire qui vient cogner ces gens-là, et puis la société, et puis leur propre choix. Bref, un livre absolument extraordinaire que cette maison vide de Laurent Mauvigné. Alors, après cela, on va quand même parler des autres livres, peut-être avec un peu plus de... non pas de doute, mais un peu moins d'enthousiasme, ou pas encore, ou plus du tout. On verra même le langage très loin de cette magnificence dans un des livres dont je vais parler, mais je vais à nouveau revenir à Gérard de Nerval. Alors dans Gérard de Nerval et cette Pléiade, pas tout à fait terminée dans ma lecture, mais j'ai terminé le livre qui s'appelle Le Relis, Le Relail, qui est un livre de voyage. Et Nerval, écrivain voyageur s'il en est, se rend en Allemagne et le long du Rhin, aux Pays-Bas. Il se rend aussi en Belgique, en Thuringe, en Flandre. Et on a, dans le très beau style de Nerval, ce style si libre qui tout d'un coup se prend à rêver et à nous emmener dans des contrées fantastiques. Et cette Allemagne-là est presque aussi fantastique que l'Orient du voyage précédent. On redécouvre ou on découvre des lieux. Alors là aussi, un petit passage qui nous décrit un lieu. Je vais prendre ce passage-là. Le lendemain matin, j'étais à bord du paquebot Amikitia, qui tous les jours fait le trajet d'Anvers à Rotterdam en 8 heures. Les armes des deux villes décorent le bastingage. Les mains coupées du géant d'Anvers se tendent affectueusement comme pour caresser les 4 lions de gueule et de sable de l'écusson néerlandais. On n'a rien de mieux à faire alors que de s'attabler pour plusieurs heures dans la cajute avec la certitude d'échapper aux prescriptions sévères du vendredi belge. La viande protestante s'étale sous toutes les formes, est toujours trop peu cuite pour nous, inonde de son sang les pommes de terre de Dordrecht. On laisse à gauche Flessingue, à droite Berk op Zoom, en fredonnant la vieille chanson française Stila qu'a pincé Bergsobzoum. Et l'on se fatigue peu à peu de ces méandres de bras de mer et d'embouchures, de fleuves qui découpent la Zélande en guipures. À la hauteur d'un certain fort qui doit s'appeler l'eau, le pavillon belge nous avait salué une dernière fois, puis nous avions retroussé nos couleurs françaises, ou retrouvé plutôt nos couleurs françaises, disposées en longueur et non plus en largeur. Les douaniers des Pays-Bas inspectent les bagages et les marques d'un crayon blanc. Puissent-ils nous porter bonheur, comme la craie dans les latins marquait les jours heureux. Les jours heureux. On sent les jours heureux de Gérard de Nerval dans ses voyages, alors que des jours moins heureux
ont aussi été son lot. Et donc, lire Nerval voyageant, c'est voyager avec lui, même si on ne se retrouve pas pour de vrai dans les endroits qu'il explore. Et donc il y a un plaisir à cette lecture-là. Il y aura encore dans cette Pléiade des notes de voyage, donc des choses un peu plus éparses, je pense. Et puis ensuite les illuminés, parce que Gérard de Nerval n'est jamais très loin de ces illuminations qui marqueront certains de ses successeurs. Mais reposons ce livre et continuons cette revue des livres lus la semaine passée. Il y en a 2 que j'ai à peine commencé, donc j'en parlerai assez brièvement. Par contre, j'en ai un que j'ai lu en entier, un livre qui nous éloigne de la grande littérature représentée par les 2 livres que j'ai laissés ici bien visibles, c'est-à-dire Laurent Mouvignier et Gérard de Nerval, parce que on va parler de gens qui maltraitent le langage. Ces gens, c'est les personnages de ce livre de réflexion de Barbara Cassin, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. Un livre qui parle de ce que ces tyrans font au langage et de ce que l'Europe peut faire, devrait faire, pourrait faire pour y résister par la culture. Et donc, on lit ce que nous racontent, ce que nous disent Trump et Poutine. Il y a une comparaison entre les deux, et puis on se retrouve à réfléchir à que faire des mots, comment réagir à ce saccage du langage. Ça commence par justement un récit de Barbara Cassin qui se trouve en Turquie à parler de l'Odyssée, d'Homère, de littérature, de récits, de traduction, et qui se demande à quoi bon. À quoi bon raconter ces vieilles histoires dans le monde de Trump, de Poutine, d'Erdogan, de Netanyahou, et la liste est encore longue. Et donc, il y a une première partie dans le livre où ensuite elle va analyser un peu ce langage-là. Il croit en la puissance du langage avec l'idée de langage performatif, c'est-à-dire que ce qu'ils disent devient la réalité, même si la réalité prouve que ce n'est pas le cas. Comment Trump et Poutine utilisent ce pouvoir performatif, comment ils se mettent en scène. Il y a aussi des illustrations de la mise en scène d'eux-mêmes, de leur propre figure. On voit Trump qui a échappé à la mort, on voit Poutine qui veut se montrer le plus viril possible, d'autres mises en scène de ces personnages-là, et l'Europe qui se laisse sidérer. Et donc il y a une analyse du langage qu'ils utilisent, flou du sens et banalité du mal, par exemple, lis-je dans les sous-titres. Même si leurs rhétoriques sont différentes, ce ne sont pas les mêmes auditeurs, ce ne sont pas les mêmes peuples à qui l'on s'adresse, mais les deux utilisent ce qu'on appelle le storytelling, par exemple. Et puis, on change l'histoire aussi. Le passé n'est plus le même. On inverse et on passe sous silence. On supprime les mots pour anéantir les choses, en parlant d'opérations spéciales pour la guerre en Ukraine, par exemple, ou en mettant partout, là on voit sur cette page-là, des sigles, des mots qui ne veulent plus rien dire, ou, pour l'administration Trump, de supprimer des choses en supprimant des mots. Citation de Donald Trump,
les mots sont très importants et peuvent avoir des conséquences inattendues. Puis, une liste qui fait quand même plusieurs pages dans ce livre-là, des mots interdits, accessibles, accroître la diversité, activisme, activiste, allaitant plus personne, allaité plus personne, allié, amérindien, amérindienne, antiracisme, antiraciste. Appartenir, assigner à la naissance, assigner homme à la naissance, assigner femme à la naissance, à risque, avocat. Voilà, simplement la lettre A des mots à ne pas utiliser. Et donc, on voit que le langage est extrêmement maltraité par ces personnages-là pour assurer leur propre pouvoir. Alors que faire ? Que faire face à ceci ? On nous décrit dans une deuxième partie de novlangue, en reprenant le mot utilisé par George Orwell. Et il y a quelque chose d'assez terrible dans ces mots qui sont utilisés contre ce qu'ils sont vraiment. Contraire du logos, nous dit Barbara Cassin. Ça n'est plus les mots agencés pour convaincre par leur logique, mais, nous dit-elle, Trump privilégie des phrases courtes, en sujet, verbe, objet, ce qui les rend, paraît-il, compréhensibles même pour un enfant de 9 ans. Mais la particularité stylistique de Trump la plus surprenante consiste à enchaîner des phrases erratiques, une suite des idées dépendant non de la logique mais de l'instinct et de l'instant. Insuffisance et gâtisme, ou laisser-aller génial et sincérité immédiate. Le nom technique que la rhétorique donne à cette manière d'enchaîner sans enchaînement est anacolute. An, akoulouton sur akoléo, suivre, précédé d'un alpha privatif qui ne se suit pas. Bon, ensuite, on a une explication de Barbara Cassin qui traduit le grec ancien notamment et donc qui connaît ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement que le langage est simplifié à l'extrême, il perd tout sens de fait. On est très très loin de ces 2 livres que j'ai posés derrière moi, des longues phrases qu'on trouve chez Laurent Mauvigné, qu'on trouve aussi chez Gérard de Nerval, qui utilisent le langage avec beaucoup plus de finesse et de sens que Trump. Et que Poutine, alors Poutine est plus subtil que Trump dans son utilisation du langage, il change la manière de parler suivant ses interlocuteurs. Il utilise notamment ce qu'on appelle le mat, qui est un langage de la pègre, de la mafia, dont est issu Poutine et dont les soutiens sont issus. Et l'État russe sous Poutine est un État mafieux, comme tendrait à le devenir peut-être celui de Trump aux États-Unis. Et voilà encore le langage utilisé pour manipuler, pour asseoir son propre pouvoir et pour se faire du fric. Alors il y a une 3e partie qui s'appelle résister. Résister principalement par la culture. Et notamment par ce qui est une tradition de l'Europe. L'Europe détestée aussi bien par Trump que par Poutine. Alors soyons européens, et pas seulement. Soyons surtout des gens qui parlent, qui écrivent, qui pensent, qui traduisent, plutôt que des gens qui manipulent comme Trump et Poutine. Ne nous laissons pas faire. Alors pour ne pas nous laisser faire, encore 2 livres que j'ai commencé depuis peu, donc je ne vais pas
en parler très longtemps, mais on va rester dans la culture européenne, remonter dans le temps jusqu'au Moyen Âge, ou aux prémices peut-être de la Renaissance. J'ai commencé la lecture du Décaméron de Boccace, grand classique de la littérature italienne, ce livre composé de 100 nouvelles en 10 journées où 10 personnages racontent chacun une nouvelle. Et donc on se retrouve avec 100 nouvelles. J'ai lu plus ou moins la première journée. Tout se passe dans un contexte assez terrible dans ces moments dans ce Décaméron. On est à l'époque de la grande peste noire, qui nous fait penser aussi à ce qu'on a vécu il y a si peu de temps. Et on est dans ce contexte-là et on va sortir de la ville pour précisément se raconter, se divertir, se raconter des histoires, essayer d'échanger dans une sorte de petit cénacle sur ces récits qui permettent de raconter des histoires plaisantes, des histoires où religion et amour sont entremêlés et qui sont toujours assez subtiles, alors certaines plus que d'autres. Et j'ai commencé à lire ça, mais je vais peut-être, plutôt que de commenter les histoires de la première journée, évoquer cet élément qu'est la peste. Alors je vais essayer de retrouver l'intensité de l'épidémie s'accrut du fait que les malades, par leur commerce journalier, contaminaient les individus encore sains. Ainsi en est-il du feu, alimenté par les matières sèches ou grasses qui lui sont contiguës. Ce qui propagea encore le désastre, c'est non seulement que la société et la conversation des malades le communiquaient aux personnes bien portantes, en provoquant la mort, c'est de plus que le contact des vêtements et de tout ce que les pestiférés avaient touché ou manié pour leur compte paraissait transmettre le mal au nouvel usager. Écoutez le prodige qu'il me faut vous dire, et si je ne l'avais, comme beaucoup, vu de mes propres yeux, j'oserais difficilement y croire, et à plus forte raison l'écrire, l'eussé-je entendu de personnes dignes de foi. Le fléau dont je parle se transmettait de l'un à l'autre avec tant de force et de naturel que non seulement l'infection jouait d'homme à homme, mais qu'il se produisit un phénomène bien plus surprenant et maintes fois constaté. Un objet qui appartenait à un malade ou à une victime de la peste était-il touché par un être sans rapport avec l'espèce humaine? Non seulement cette créature était frappée, mais elle mourait à bref délai. Voilà une description qui nous rappelle quand même certaines choses. Et puis il y a des épidémies peut-être moins physiques qui suivent aujourd'hui l'épidémie réelle. Ces épidémies dont les noms sont notés ici, par exemple. Et dans le Décaméron, par le récit, par des récits qui sont construits par une sorte de storytelling, mais de storytelling qui a pour but de sortir de cette ambiance délétère de la peste, eh bien, on parvient à donner du sens. Et on lit ces nouvelles variées avec beaucoup de plaisir. Alors, je ne vais pas lire de nouvelles particulières cette fois, parce que je vais continuer, j'ai encore 9 journées à lire, du moins 9 journées dans le livre, je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Et puis, dernier livre, on reste en Europe, mais beaucoup plus au nord, avec un livre, alors là je vais à peine en parler parce que j'ai vraiment juste commencé, oui j'ai lu 30 pages, enfin même pas, ça commence pas à la page 1, c'est Henning Mankell, Profondeur. Ce livre, est-il écrit, vous est offert par votre libraire, alors je ne sais pas
quel libraire, enfin, oui, je crois vaguement me souvenir du moment où je l'ai acheté, il y a bien longtemps. Enfin, je ne l'ai pas vraiment acheté, c'était, je pense, offert. Si on achetait deux livres de poche, on avait un troisième offert parmi un choix. Il y avait ça, j'avais lu des livres d'Henning Mankell qui étaient plutôt des polars. Le commissaire Wallander qui enquête dans la région de la Scanie, si je ne me trompe pas. Alors là, on est au départ à Stockholm, plutôt, donc on est en Suède. On voit une femme qui est enfermée dans une sorte d'asile. Elle ne parle plus depuis longtemps. On est en 1937, nous dit-on. Cette femme s'appelle Christina Tacker. Elle est enfermée depuis des années dans un grand hôpital psychiatrique aux environs de Säter. Elle n'a plus aucune notion du temps. Mais le temps, justement, on le remonte, où on nous raconte le départ de son mari, qui s'en va sur un navire en 1914. Que va-t-il faire ? Je ne vais pas en parler maintenant, parce que, justement, je ne sais pas. Quelles sont ses profondeurs ? Si l'on s'embarque sur un navire, peut-être que ce navire va sombrer, je ne sais pas. Mais voilà donc un livre qui va m'occuper encore. Donc la semaine prochaine, je reviendrai parler de livres, je reparlerai des nouvelles. Cette fois, j'en parlerai peut-être plus directement du Décaméron de Boccace et puis de ce Profondeur de Henning Mankell. Et puis, il y aura peut-être d'autres choses, on verra bien. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.